la vie que vous n'aurez jamais. Et pourquoi il faut lui dire adieu. Chapitre 1. Le vertige de la bifurcation. Il y a un moment précis, souvent au milieu de la nuit ou lors d'un dimanche après-midi pluvieux, où cela vous frappe. Ce n'est pas une douleur aiguë, ce n'est pas une crise d'angoisse. C'est plus subtil. C'est une sorte de flottement, un sentiment d'irréalité. Vous regardez autour de vous. Vous regardez les murs de votre appartement, les livres sur l'étagère, la personne qui dort peut-être à côté de vous ou le silence qui remplit la pièce si vous êtes seul. Vous regardez vos mains, votre travail, la ville qui s'étend par la fenêtre. Et une question vertigineuse monte du fond de votre estomac. Est-ce que c'est vraiment ça, ma vie? Ce n'est pas que vous êtes malheureux, ce n'est pas de l'ingratitude, c'est un vertige géométrique. Vous réalisez soudainement l'étrangeté mathématique d'être ici et pas ailleurs. Il suffit parfois d'un rien pour déclencher cette sensation. Vous croisez un ancien camarade de classe dans la rue, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 10 ans, il porte un costume, il a l'air pressé, il parle fort au téléphone de chiffres et de contrats. Et pendant une seconde, vous superposez votre visage au sien. Vous vous dites « Si j'avais accepté ce stage, si j'avais continué ces études, je serais lui ». Ou bien, c'est l'inverse. Vous voyez une photo sur un réseau social, quelqu'un qui vit dans une yourte en Mongolie ou qui a ouvert un petit café au bord de l'océan. Et le fantôme apparaît. Vous vous revoyez à 20 ans, avec ce sac à dos et ce carnet de notes, jurant que jamais vous ne finiriez dans un bureau. Et pourtant, vous y êtes. Ce sentiment porte un nom. C'est la hantise des vies non vécues. Nous vivons dans une culture qui célèbre le potentiel. Depuis l'enfance, on nous répète que tout est possible, que le monde est un vaste buffet où l'on peut tout goûter. On nous dit que nous sommes les architectes de notre destin, mais on oublie de nous enseigner la contrepartie brutale de cette liberté. Choisir, c'est renoncer. Chaque fois que vous avez dit oui dans votre vie, vous avez dit non à 1 million d'autres possibilités. Le jour où vous avez choisi cette ville, vous avez renoncé à la lumière de toutes les autres villes du monde. Le jour où vous avez choisi ce métier, vous avez tué le musicien, le charpentier ou le médecin que vous auriez pu être. Le jour où vous vous êtes engagé avec cette personne, vous avez dit adieu à toutes les autres histoires d'amour, à toutes les autres conversations, à toutes les autres intimités qui auraient pu exister. C'est terrifiant quand on y pense vraiment. Notre vie, celle que nous considérons comme solide, comme la réalité, ne tient souvent qu'à un fil, un hasard, un train raté, une rencontre dans un bar, une lettre perdue, une décision prise un soir de fatigue. Si vous aviez tourné à gauche plutôt qu'à droite ce jour-là, vous seriez aujourd'hui quelqu'un d'autre. Vous auriez d'autres amis, d'autres souvenirs, peut-être même une autre personnalité. Alors, qui êtes-vous vraiment? Êtes-vous cette personne assise ici, maintenant, ou êtes-vous la somme de tous ces fantômes qui marchent à côté de vous? C'est là que réside la source de cette mélancolie moderne, cette épidémie de doute qui ronge notre génération. Nous sommes hantés par nos propres doubles. Nous sommes hantés par ce que l'écrivaine Cheryl Strayed appelle « la vie sœur ». Imaginez un instant l'océan. Imaginez que vous êtes sur un navire. C'est votre vie actuelle. Vous sentez le tangage, vous voyez l'horizon, c'est réel. Mais si vous regardez bien, là-bas, dans la brume, il y a un autre navire. C'est le vaisseau fantôme. À son bord, il y a la version de vous qui a dit non quand vous avez dit oui. Il y a la version de vous qui est partie quand vous êtes resté. Il y a la version de vous qui a osé quand vous avez eu peur. Ce navire navigue parallèlement au vôtre. Parfois, il s'éloigne, et vous l'oubliez pendant des mois. Vous êtes occupé, vous êtes dans l'action, tout va bien. Et puis, un soir de fatigue, un soir de doute, il se rapproche. Il vient coller sa coque contre la vôtre. Vous pouvez presque entendre la musique sur le pont de l'autre bateau. Vous pouvez presque voir les lumières. Et cette vie fantôme vous semble beaucoup plus brillante, beaucoup plus colorée, beaucoup plus juste que la vôtre. Pourquoi? Parce que la vie fantôme a un avantage déloyal. Elle n'a pas de défaut. Dans cette vie imaginaire où vous êtes parti vivre en Italie, il ne pleut jamais, vous n'avez jamais de problème d'argent et vous ne vous ennuyez jamais. Dans cette vie où vous avez épousé votre premier amour, la passion ne s'éteint jamais.
La vie non vécue est immaculée, elle est pure potentialité. Elle n'a pas été abîmée par la réalité, par la routine, par l'usure du quotidien. C'est un combat inégal. Comment votre réalité, avec ses factures, ses maux de dos, ses lundis matins pluvieux et ses compromis, peut-elle rivaliser avec la perfection d'un fantasme? Elle ne le peut pas. Alors nous souffrons, nous restons au milieu du gué. Nous sommes là physiquement, mais une partie de notre âme est restée en arrière, à ce carrefour, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Nous scrutons l'horizon, obsédés par ce que nous avons perdu, incapables de chérir ce que nous avons construit. Nous devenons des collectionneurs de regrets, triant inlassablement nos souvenirs pour trouver l'instant exact où tout a basculé, l'instant exact où nous nous sommes trompés de route. Mais je vais vous dire une chose difficile à entendre mais nécessaire. Vous ne vous êtes pas trompé de route. Il n'y a pas de mauvaise route. Il n'y a que la route. Ce vertige que vous ressentez n'est pas le signe que vous avez raté votre vie. C'est le signe que vous êtes un être humain conscient de sa propre finitude. C'est le prix à payer pour avoir une imagination. L'animal ne regrette pas de ne pas être un autre animal. Le chêne ne regrette pas d'être un saule pleurant. Il est, tout simplement. Mais vous avez ce don maudit de pouvoir imaginer ce qui n'est pas. Le problème n'est pas d'avoir des regrets. Le problème, c'est ce que nous en faisons. Est-ce que nous les laissons nous paralyser? Est-ce que nous passons notre temps à regarder le vaisseau fantôme s'éloigner, en pleurant sur le bastingage, oubliant de barrer notre propre navire? Ou est-ce que nous pouvons apprendre à saluer ce fantôme, à lui faire un signe de la main et à le laisser partir dans la brume? Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de tout avoir, il ne s'agit pas de trouver le meilleur chemin, car ce chemin n'existe pas. Il s'agit d'apprendre l'art le plus difficile qui soit, l'art du deuil de soi-même. Pour vivre, vraiment vivre, il faut accepter de mourir à toutes les autres vies que nous aurions pu avoir. Il faut accepter que ce vaisseau fantôme transporte des cadavres, les cadavres de vos potentialités. Et tant que vous n'aurez pas enterré ces cadavres, tant que vous n'aurez pas fait la paix avec l'idée que vous ne serez jamais cet astronaute, ce peintre ou cet exilé que vous rêviez d'être, vous ne pourrez jamais habiter pleinement la peau de celui que vous êtes devenu. Regardons ensemble comment transformer cette hantise en puissance. Comment cesser d'être divisé pour redevenir entier. Chapitre 2. La tyrannie des possibles. Pour comprendre pourquoi ce vaisseau fantôme nous hante avec une telle violence aujourd'hui, il faut avoir le courage de regarder l'époque droit dans les yeux. Il faut oser se demander pourquoi nos grands-parents ne souffraient-ils pas de ce vertige. Attention, ne tombons pas dans le piège de la nostalgie facile. La vie de nos aïeux était dure, souvent physiquement brutale. Ils connaissaient la guerre, la faim, le froid, mais ils possédaient un luxe psychologique que nous avons perdu, un trésor dont ils n'avaient même pas conscience, la finitude du choix. Imaginez la vie d'un homme ou d'une femme en 1950 dans un village ou une petite ville. Son destin était tracé par des lignes de force invisibles mais solides, la géographie, la classe sociale, la tradition familiale. Si vous naissiez fils de forgeron dans la Creuse, vous ne vous réveillez pas chaque matin en vous demandant si vous devriez tout plaquer pour devenir professeur de yoga à Bali ou codeur informatique dans la Silicon Valley. Ces options n'existaient simplement pas dans votre champ de conscience. Vous épousiez quelqu'un du voisinage, vous faisiez un métier utile à votre communauté. Votre vie était un couloir, pas un labyrinthe. C'était peut-être étouffant, c'était peut-être injuste, mais c'était calme. L'esprit n'avait pas à scanner en permanence l'horizon à la recherche d'une meilleure opportunité. L'énergie mentale était consacrée à faire avec ce qui était là, à bâtir l'intérieur de la maison plutôt qu'à chercher sans cesse une autre maison. Regardez-nous aujourd'hui. Nous sommes la première génération de l'histoire de l'humanité à subir la malédiction de l'infini. La société moderne, le marketing, l'éducation, tout nous hurle le même mantra depuis notre naissance, tu peux être tout ce que tu veux. Le monde t'appartient, ne te contente pas de moins que tes rêves. Sur le papier, c'est une promesse magnifique, c'est le triomphe de la liberté individuelle. Mais dans la réalité psychique, c'est un fardeau écrasant, c'est une injonction toxique. Car si vous pouvez tout être, alors vous devez faire le meilleur choix possible.
Et c'est là que le piège se referme. Quand il n'y a que 2 options, choisir est facile. Quand il y en a 1000, choisir devient un acte de torture. Chaque décision devient un test de votre intelligence, de votre valeur. Si vous n'êtes pas parfaitement heureux, c'est de votre faute. C'est que vous avez mal choisi, c'est que vous n'avez pas assez optimisé votre existence. Vous vous retrouvez, au sens propre comme figuré, dans le rayon céréales d'un supermarché gigantesque. Devant vous, 50 boîtes colorées. Vous en prenez une. Mais à l'instant où vous la mettez dans votre chariot, vous commencez à douter. Et si l'autre était meilleure? Et si celle-ci était trop sucrée? Et si je passais à côté de l'expérience petit déjeuner ultime? Multipliez cette angoisse triviale par l'ampleur d'une vie entière. Appliquez-la au choix de votre partenaire, de votre carrière, de votre lieu de vie. C'est ce que les psychologues appellent le paradoxe du choix. Plus on a d'options, moins on est satisfait de celles que l'on prend. L'abondance ne crée pas la liberté, elle crée la paralysie, elle crée la peur panique de se contenter. Ce verbe est devenu l'insulte suprême de notre époque, se contenter. On nous a appris qu'il fallait toujours viser plus, toujours upgrade sa vie. Se contenter, c'est pour les perdants, c'est pour ceux qui n'ont pas d'ambition. Alors nous restons sur le seuil. Nous n'osons pas franchir la porte pour peur qu'une autre porte, plus loin, cache un trésor plus grand. Nous devenons des éternels stagiaires de la vie, des touristes de l'existence, testant des choses du bout des lèvres, sans jamais mordre dedans à pleines dents, gardant toujours une issue de secours, un œil sur l'application de rencontre, un œil sur les offres d'emploi. Nous vivons au conditionnel, jamais au présent de l'indicatif. Et pour couronner le tout, nous avons construit une machine infernale pour alimenter ce doute, l'écran que vous tenez probablement dans votre main ou qui brille devant vous. Ce n'est pas juste un téléphone, c'est un portail dimensionnel ouvert en permanence sur les milliards de vies que vous ne vivez pas. Avant, pour se comparer, il fallait sortir, parler aux gens. La comparaison était locale. Vous vous compariez à votre voisin, à votre cousin. Aujourd'hui, la comparaison est mondiale et instantanée. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, vous pouvez ouvrir Instagram ou TikTok et voir en temps réel les coulisses, soigneusement mises en scène, du bonheur des autres. Vous voyez ce couple qui fait le tour du monde en van aménagé pendant que vous êtes dans le métro. Vous voyez cet entrepreneur de 22 ans qui est millionnaire alors que vous comptez vos tickets restaurants. Vous voyez cette mère de famille parfaite qui fait de la poterie bio pendant que vous criez sur vos enfants. Comprenez bien la violence du mécanisme. Votre cerveau reptilien ne sait pas que c'est une mise en scène. Il ne sait pas que c'est un algorithme. Pour lui, c'est la tribu. Et le message qu'il reçoit est brutal. Regarde, tous ces gens ont trouvé la clé. Tous ces gens sont sur le bon chemin. Et toi, tu es là, statique, médiocre. Tu as raté quelque chose. Chaque image est une preuve visuelle de votre vie sœur. Chaque story est une fenêtre sur le vaisseau fantôme. Vous finissez votre journée épuisé, non pas par ce que vous avez fait, mais par tout ce que vous avez vu que vous n'avez pas fait. C'est une fatigue par soustraction. Vous vous sentez diminué par la réussite des autres. C'est la grande maladie de l'optimisation. Nous traitons notre vie comme un software qu'il faudrait débugger, comme une entreprise qu'il faudrait rendre rentable. Nous cherchons la meilleure vie possible comme on cherche le meilleur rapport qualité-prix pour un grille-pain sur Amazon. Mais la vie n'est pas un problème à résoudre, la vie n'est pas optimisable. Il y a une vérité cruelle que le développement personnel refuse souvent d'admettre, on ne peut pas tout avoir. Et pire encore, même en faisant les meilleurs choix possibles, on perdra toujours quelque chose. Si vous choisissez la passion fulgurante, vous perdez la douceur de la sécurité. Si vous choisissez la liberté du voyage, vous perdez l'ancrage de la communauté et la profondeur des racines. Si vous choisissez la carrière intense, vous perdez des après-midi de lenteur avec vos enfants. Si vous choisissez la solitude créatrice, vous perdez la chaleur du clan. Il n'y a pas de solution sans perte. Il n'y a pas de scénario où vous gagnez sur tous les tableaux. Le tout n'existe pas. La tyrannie des possibles nous fait croire que si nous étions assez malins, assez organisés, assez manifestés, nous pourrions cumuler toutes ces vies. C'est un mensonge. La vie est tragique dans le sens noble du terme grec. Elle implique des sacrifices inévitables. Et tant que nous refusons de voir cette tragédie, tant que nous refusons de sacrifier les possibilités imaginaires, nous ne pouvons pas commencer à aimer notre réalité. Nous restons des enfants gâtés devant un étalage trop grand, pleurant parce que nous n'avons qu'une seule bouche et qu'un seul estomac, alors que nous voudrions dévorer le monde entier.
Il est temps de grandir, il est temps de comprendre que la porte qui se ferme n'est pas une punition, mais une définition. C'est parce que les murs existent que la maison tient debout. C'est parce que vous ne pouvez pas être partout que vous pouvez être quelque part. Mais pour arriver à cette sagesse, pour transformer cette prison des possibles en une forteresse de sérénité, il va falloir accomplir un acte difficile, un acte radical. Il va falloir apprendre à tuer. Chapitre 3. La théorie du vaisseau fantôme. Tuer. Le mot peut sembler violent. Il peut sembler contraire à tout ce que l'on nous enseigne sur la bienveillance ou l'accueil des émotions. Pourtant, c'est le terme exact. Dans une chronique devenue célèbre, l'auteure américaine Cheryl Strayed a utilisé une image qui, une fois qu'on l'a visualisée, ne quitte plus jamais l'esprit. Elle parlait d'une décision terrible qu'elle avait dû prendre, celle de ne pas avoir d'enfant avec un homme qu'elle aimait parce que leur vie allait dans des directions opposées. Pour survivre à ce choix, pour survivre au regret de cet enfant qui n'existerait jamais, elle a écrit ceci. « Il y a une vie sœur qui va avec la vie que je mène. C'est le vaisseau fantôme qui ne m'a pas transporté. Il y a une autre moi à bord qui agite la main depuis le bastingage. » Arrêtez-vous un instant sur cette image. Fermez les yeux si vous le pouvez. Visualisez la mer. Elle est immense, grise, indifférente. Vous êtes sur votre bateau. C'est un bateau solide, imparfait, battu par les vents, mais il flotte. C'est votre réalité. C'est votre appartement, votre routine, vos amis, vos soucis de santé, vos petites joies du matin. C'est tangible. Vous pouvez toucher le bois de la coque. Et là-bas, à quelques encablures, glissant silencieusement sur l'eau sans faire de vagues, il y a l'autre navire, le vaisseau fantôme. Regardez qui est à bord. C'est vous, mais c'est un vous différent. Si vous êtes célibataire, le vous du vaisseau fantôme est peut-être marié, entouré d'enfants, en train de rire lors d'un repas de famille bruyant. Si vous êtes employé de bureau fatigué, le vous du vaisseau fantôme est peut-être cet artiste bohème qui peint dans un atelier froid à Berlin, libre mais fauché. Si vous êtes resté dans votre ville natale, le vous du vaisseau fantôme est celui qui est parti, qui parle une autre langue, qui a une autre couleur de peau à force d'être au soleil. Ce navire transporte tout ce qui aurait pu être. Il transporte les enfants que vous n'avez pas eus, les livres que vous n'avez pas écrits, les amours que vous n'avez pas sauvés, les voyages que vous avez annulés. Il est beau, ce navire. Il est magnifique. Il brille d'une lumière dorée, celle de la nostalgie préventive. Et le piège, le terrible piège dans lequel nous tombons tous, c'est de passer notre temps sur le pont de notre propre bateau, non pas à regarder la route devant nous, non pas à régler nos voiles, mais à regarder en arrière, vers ce vaisseau fantôme. Nous passons notre vie à scruter cette silhouette dans la brume. Nous lui faisons des signes. Nous nous disons « Je devrais être là-bas, je me suis trompé de bateau, ma vraie vie est là-bas, en train de s'éloigner sans moi. » C'est là que naît la souffrance. La souffrance n'est pas dans le fait d'avoir choisi, la souffrance est dans le refus de laisser partir ce que nous n'avons pas choisi. Nous voulons être sur les deux bateaux à la fois. Nous voulons l'aventure et la sécurité. Nous voulons la solitude créatrice et la famille nombreuse. Mais l'océan ne permet pas cela. Si vous essayez de garder un pied sur chaque bateau alors qu'il s'écarte, vous finirez par tomber à l'eau. Vous finirez noyé dans l'entre-deux, dans ce no man's land du regret où l'on ne vit ni sa vraie vie, ni sa vie rêvée. On devient un spectre. Alors, que faire? Comment on tue ce qui n'existe pas? La réponse de la sagesse, celle que l'on trouve chez les stoïciens comme chez les poètes, est contre-intuitive. Il ne faut pas ignorer le vaisseau fantôme. Il ne faut pas faire comme s'il n'existait pas. Au contraire, il faut le regarder. Il faut le reconnaître. Il faut dire « Oui, cette autre vie était belle. Oui, j'aurais pu être heureux sur ce bateau-là aussi. Oui, je ressens une tristesse infinie à l'idée que je ne connaîtrai jamais cette version de moi-même. » Il faut honorer cette vie sœur. Il faut lui donner de dignité. Ce n'est pas un échec, c'est un sacrifice. Et un sacrifice, étymologiquement, c'est rendu sacré. Votre vie actuelle a de la valeur précisément parce que vous avez sacrifié l'autre pour elle. Si vous aviez pu tout faire, rien n'aurait d'importance. C'est parce que vous avez renoncé à cet autre destin que celui-ci devient précieux. C'est le prix que vous avez payé, et c'est un prix élevé. Alors, voici l'exercice mental que je vous propose ce soir. Imaginez-vous debout à la poupe de votre navire. Le vent souffle. Vous voyez le vaisseau fantôme s'éloigner. Vous voyez cette autre version de vous-même qui vous regarde. Ne détournez pas le regard. Levez la main et saluez.
Dites-lui adieu, pas un adieu de colère, pas un bon débarras, un adieu d'amour. Adieu, la vie que je n'aurai pas. Tu étais belle. Merci d'avoir existé dans mes rêves. Merci de m'avoir montré ce que je désirais. Mais je ne peux pas la vivre. Je dois vivre celle-ci. Je te libère. Et je me libère moi-même. Regardez le vaisseau disparaître à l'horizon. Regardez-le devenir un petit point, puis rien du tout. Laissez la brume le recouvrir. Et maintenant, seulement maintenant, retournez-vous. Regardez ce qu'il y a devant vous. Regardez vos mains. Regardez les planches sous vos pieds. C'est sale peut-être. Il y a des cordages à réparer. La peinture s'écaille. Le pont est glissant. Il n'y a pas la lumière grenante du fantasme. Il y a la lumière crue du réel. Mais ce bateau a une qualité que le vaisseau fantôme n'aura jamais. Il est réel. Il est à vous. C'est le seul véhicule que vous avez pour traverser l'existence. Tant que vous regardiez l'autre navire, vous dériviez. Maintenant que le fantôme est parti, vous pouvez enfin saisir la barre. Vous allez sentir un vide. C'est normal. Ce vide, c'est la place que vous venez de faire. C'est l'espace que vous avez libéré en chassant les si et les peut-être. Et cet espace, nous allons maintenant le remplir avec quelque chose de beaucoup plus nourrissant que le regret. Nous allons le remplir avec la densité du présent. Car c'est là le secret ultime. Le vaisseau fantôme n'emporte pas votre bonheur. Il n'emporte que vos illusions. Le bonheur, lui, ne peut exister que sur le bateau qui flotte réellement. Voyons comment apprendre à aimer ce bateau imparfait, comment tomber amoureux enfin de sa propre vie. Chapitre 4. L'éloge de la réalité. Revenons sur le pont de votre navire, le vrai. Une fois que l'on a dit adieu au fantôme, que reste-t-il? Il reste une réalité qui, avouons-le, peut sembler décevante au premier abord. La réalité est rugueuse. Elle est faite de répétitions. Aimer la même personne depuis 10 ans, c'est magnifique, mais c'est aussi accepter l'ennui, les silences, les défauts qui ne changent pas. Faire le même métier depuis longtemps, c'est développer une expertise, mais c'est aussi perdre le frisson de la nouveauté, cette adrénaline du débutant où tout est à découvrir. C'est là que notre culture nous a menti une seconde fois. Elle nous a fait croire que le bonheur résidait dans l'intensité, dans le toujours plus, dans l'étincelle. Mais la vérité, c'est que la profondeur ne se trouve pas dans l'intensité, elle se trouve dans la continuité. Regardez un puits. Pour trouver de l'eau claire, il faut creuser au même endroit, encore et encore, mètre après mètre, à travers la boue et la roche. C'est long, c'est sombre, c'est monotone. Si vous vous arrêtez tous les 2 mètres pour aller creuser ailleurs parce que c'est trop dur ou parce que l'herbe a l'air plus verte là-bas, vous aurez un jardin plein de trous, mais vous n'aurez jamais d'eau. Vous resterez en surface toute votre vie. C'est le drame de ceux qui refusent de faire le deuil des possibles. Ils condamnent leur vie à n'être qu'une succession de débuts. Ils vivent dans l'éternel prologue d'un livre qu'ils n'écrivent jamais. Accepter sa vie réelle, c'est accepter de creuser. C'est accepter que la contrainte n'est pas une prison, mais un tuteur, comme pour une plante. Sans tuteur, la plante rampe au sol, elle s'éparpille. Avec un tuteur, c'est-à-dire avec des choix fermes, des renoncements, des limites, elle peut monter vers la lumière. Pensez à ce concept japonais qu'on appelle le wabi-sabi. C'est l'art de trouver la beauté dans l'imperfection, dans l'usure, dans ce qui est feulé. Votre vie ratée, celle que vous jugez moins bien que celle du voisin, est en réalité une œuvre d'art wabi-sabi. Ces cicatrices que vous portez, c'est la preuve que vous avez vécu. Ces échecs professionnels, c'est la patine de votre expérience. Cette routine qui vous pèse parfois, c'est la structure qui vous tient debout. Il y a une noblesse immense à habiter sa propre vie. Pas la vie idéale d'Instagram, mais la vie sale, bruyante et chaotique du réel. Camus disait « La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent ». Relisez cette phrase. Tout donner au présent. Cela veut dire arrêter de garder des réserves pour plus tard ou pour une autre vie. Cela veut dire investir toute votre énergie émotionnelle ici et maintenant. Quand vous arrêtez de fantasmer sur le partenaire idéal qui vous comprendrait sans parler, vous pouvez commencer à vraiment aimer la personne imparfaite qui est en face de vous et qui essaie, maladroitement, de vous aimer aussi. Quand vous arrêtez de rêver au job parfait qui donnerait un sens absolu à votre existence, vous pouvez commencer à trouver du sens dans le travail que vous faites déjà, ou trouver le courage concret d'en changer, non pas pour fuir, mais pour construire. C'est le paradoxe de l'engagement. C'est en fermant des portes qu'on se sent libre.
Avez-vous déjà remarqué ce soulagement étrange quand une option disparaît? Quand il est trop tard pour s'inscrire, quand la maison est vendue à quelqu'un d'autre, quand l'ex-partenaire se remarie? Sur le coup, ça pique, mais juste après, il y a une paix. Pourquoi? Parce que l'esprit cesse de calculer. Le si seulement meurt. Et quand le si seulement meurt, le maintenant peut naître. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas au mauvais endroit, vous n'êtes pas une version brouillon de vous-même, vous êtes exactement là où vous devez être pour la simple et bonne raison que c'est le seul endroit où vous êtes. Tout le reste n'est que de la vapeur mentale. Aimer sa réalité, ce n'est pas de la résignation. La résignation, c'est dire « bof, ça ira bien comme ça » en baissant les yeux. Aimer sa réalité, c'est un acte de défi. C'est une affirmation puissante, c'est regarder son existence droit dans les yeux, avec ses manques, ses failles, ses tristesses, et dire « ceci est mon royaume ». Il est petit peut-être, il est abîmé sûrement, mais c'est le mien, et je vais le cultiver jusqu'à ce qu'il fleurisse. C'est transformer le plomb de regret en or de présence. Et soudain, quand on fait ça, quelque chose d'étrange se produit. Le vaisseau fantôme ne disparaît pas totalement, on garde toujours une tendresse pour nos rêves perdus, mais il change de fonction. Il ne nous hante plus. Il devient comme une vieille photo dans un album. On la regarde avec un sourire mélancolique, mais on n'a plus envie de rentrer dans la photo. On est bien content d'être assis dans son canapé, au chaud, dans le réel. Alors, pour conclure ce voyage, comment faire pour que demain matin, quand le réveil sonnera et que le doute reviendra, vous ne repartiez pas à la dérive? Il reste une dernière étape, une dernière clé pour verrouiller la porte du regret. Chapitre 5. La beauté de l'inachevé. Alors, que reste-t-il à la fin du voyage? Il ne s'agit pas d'oublier votre vaisseau fantôme, il ne s'agit pas de faire prétendre que ces autres vies ne vous tentaient pas, ce serait se mentir. Ces vies parallèles font partie de vous. Elles sont les ombres qui donnent du relief à votre lumière. Sans elles, votre réalité serait plate. Regardez une dernière fois vers l'horizon. Voyez ce navire magnifique qui s'éloigne dans la brume. Celui où vous êtes pianiste, celui où vous vivez à l'autre bout du monde, celui où vous avez fait d'autres choix. Il est beau, n'est-ce pas? Il est parfait. Et il est parfait pour une seule raison, parce qu'il est loin, parce qu'il est intouchable. Il n'y a pas de vaisselle à faire sur un vaisseau fantôme, il n'y a pas de facture, pas de fatigue, pas de routine, pas de dispute. C'est un rêve de pureté. Mais c'est un rêve froid. Regardez maintenant autour de vous. Regardez vos mains. Votre vie actuelle est abîmée peut-être, elle est bruyante, imparfaite, lourde parfois, mais elle a une qualité que le rêve n'aura jamais, la chaleur. Elle a la chaleur du vivant, elle a la texture du vivant. Accepter sa vie, ce n'est pas se résigner à la médiocrité, c'est comprendre que l'infini ne se trouve pas dans la multiplication des possibles, mais dans la profondeur de l'unique. On ne creuse pas un puits en grattant la surface de 1000 terrains, on trouve l'eau claire en creusant un seul trou profond et sombre et persévérant. Votre vie est ce puits. C'est le seul endroit où vous pouvez toucher le fond des choses. C'est le seul endroit où vous pouvez aimer pour de vrai, souffrir pour de vrai et construire pour de vrai. Alors, laissez le fantôme partir. Ne le chassez pas avec en guerre. Saluez-le. Remerciez-le d'avoir porté vos espoirs pendant un temps. Et puis, détournez le regard. Revenez ici, sur le quai. Sentez le vent sur votre visage. Sentez le poids de votre corps. Tout est là. Il ne vous manque rien. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas au mauvais endroit, vous êtes simplement en vie, ici et maintenant. Et dans le grand silence de l'univers, c'est le seul miracle qui compte. Prenez soin de votre réalité. C'était la boussole de l'intérieur. À bientôt.